Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. L'agonie de la sémillante. Très belle écoute à tous. Puisque le Mistral de l'autre nuit nous a jetés sur la côte corse, laissez-moi vous raconter une terrible histoire de mer dont les pêcheurs de là-bas parlent souvent à la veillée et sur laquelle le hasard m'a fourni des renseignements fort curieux. Il y a 2 ou 3 ans de cela, je courais la mer de Sardaigne en compagnie de 7 ou 8 matelots douaniers. Rude voyage pour un novice. De tout le mois de mars, nous n'eûmes pas un jour de bon. Le vent d'est s'était acharné après nous, et la mer ne décolérait pas. Un soir, que nous fuyions devant la tempête, notre bateau vint se réfugier à l'entrée du détroit de Bonifacio, au milieu d'un massif de petites îles. Leur aspect n'avait rien d'engageant. Grands rocs pelés couverts d'oiseaux, quelques touffes d'absinthe, des maquis de lentisques, et çà et là, dans la vase, des pièces de bois en train de pourrir. Mais, ma foi, pour passer la nuit, ces roches sinistres valaient encore mieux que le rouf d'une vieille barque à demi pontée, où la lame entrait comme chez elle, et nous nous en contentâmes. À peine débarqués, tandis que les matelots allumaient du feu pour la bouillabaisse, le patron m'appela et me montrant un petit enclos de maçonnerie blanche perdu dans la brume au bout de l'île. « Venez-vous au cimetière ?» me dit-il. « Un cimetière, patron Lionetti? Où sommes-nous donc ?»« Aux îles Lavezzi, monsieur. C'est ici que sont enterrés les 600 hommes de la sémillante. À l'endroit même où leur frégate s'est perdue il y a 10 ans. Pauvres gens, ils ne reçoivent pas beaucoup de visites. C'est bien le moins que nous allions leur dire bonjour, puisque nous voilà. De tout mon cœur, patron. Qu'il était triste, le cimetière de la sémillante. Je le vois encore avec sa petite muraille basse, sa porte de fer, rouillée, dure à ouvrir, sa chapelle silencieuse et des centaines de croix noires cachées par l'herbe. Pas une couronne d'immortels, pas un souvenir, rien. Ah, les pauvres morts abandonnés! Comme ils doivent avoir froid dans leur tombe de hasard. Nous restâmes là un moment agenouillés. Le patron priait à haute voix. D'énormes goélands, seuls gardiens du cimetière, tournoyaient sur nos têtes et mêlaient leurs cris rauques aux lamentations de la mer. La prière finie, nous revînmes tristement vers le coin de l'île où la barque était amarrée. En notre absence, les matelots n'avaient pas perdu leur temps. Nous trouvâmes un grand feu flambant à l'abri d'une roche et la marmite qui fumait. On s'assit en rond, les pieds à la flamme, et bientôt chacun eut sur ses genoux, dans une écuelle de terre rouge, 2 tranches de pain noir arrosées largement. Le repas fut silencieux. Nous étions mouillés, nous avions faim, et puis le voisinage du cimetière. Pourtant, quand les écuelles furent vidées, on alluma les pipes et on se mit à causer un peu. Naturellement, on parlait de la sémillante. Mais enfin, comment la chose s'est-elle passée ? Demandai-je au patron qui, la tête dans ses mains, regardait la flamme d'un air pensif. Comment la chose s'est passée ? Me répondit le bon Lionetti avec un gros soupir. Hélas, monsieur, personne au monde ne pourrait le dire. Tout ce que nous savons, c'est que la sémillante, chargée de troupes pour la Crimée, était partie de Toulon, la veille au soir, avec le mauvais temps. La nuit, ça se gâta encore. Du vent, de la pluie, la mer énorme comme on ne l'avait jamais vue.
Le matin, le vent tomba un peu, mais la mer était toujours dans tous ses états, et avec cela une sacrée brume du diable, à ne pas distinguer un fanal à 4 pas. Ces brumes-là, monsieur, on ne se doute pas comme c'est traître. Ça ne fait rien. J'ai l'idée que la sémillante a dû perdre son gouvernail dans la matinée, car il n'y a pas de brume qui tienne. Sans une avarie, jamais le capitaine ne serait venu s'aplatir ici contre. C'était un rude marin que nous connaissions tous. Il avait commandé la station en Corse pendant 3 ans et savait sa côte aussi bien que moi, qui ne sait pas autre chose. Et à quelle heure pense-t-on que la sémillante a péri? Ce doit être à midi. Oui, monsieur, en plein midi. Mesdames, avec la brume de mer, ce plein midi-là ne valait guère mieux qu'une nuit noire comme la gueule d'un loup. Un douanier de la côte m'a raconté que ce jour-là, vers 11h30, étant sorti de sa maisonnette pour rattacher ses volets, il avait eu sa casquette emportée d'un coup de vent, et qu'au risque d'être enlevé lui-même par la lame, il s'était mis à courir après le long du rivage à 4 pattes. Vous comprenez? Les douaniers ne sont pas riches, et une casquette, ça coûte cher. Or, il paraîtrait qu'à un moment, notre homme, en relevant la tête, aurait aperçu tout près de lui, dans la brume, un gros navire à sec de toile qui fuyait sous le vent du côté des îles Lavezzi. Ce navire allait si vite, que le douanier n'eut guère le temps de bien voir. Tout fait croire cependant que c'était la sémillante, puisqu'une demi-heure après, le berger des îles a entendu sur ces roches. Mais précisément voici le berger dont je vous parle, monsieur. Il va vous conter la chose lui-même. Bonjour, Palombo. Viens te chauffer un peu. N'aie pas peur. Un homme encapuchonné, que je voyais rôder depuis un moment autour de notre feu et que j'avais pris pour quelqu'un de l'équipage, car j'ignorais qu'il y eût un berger dans l'île, s'approcha de nous craintivement. C'était un vieux lépreux, aux 3/4 idiot, atteint de je ne sais quel mal scorbutique, qui lui faisait de grosses lèvres lippues, horribles à voir. On lui expliqua à grand-peine de quoi il s'agissait. Alors, soulevant du doigt sa lèvre malade, le vieux nous raconta qu'en effet, le jour en question, vers midi, il entendit de sa cabane un craquement effroyable sur les roches. Comme l'île était toute couverte d'eau, il n'avait pas pu sortir, et ce fut le lendemain seulement qu'en ouvrant sa porte, il avait vu le rivage encombré de débris et de cadavres laissés là par la mer. Épouvanté, il s'était enfui en courant vers sa barque pour aller à Bonifacio chercher du monde. Fatigué d'en avoir tant dit, le berger s'assit et le patron reprit la parole. « Oui, monsieur, c'est ce pauvre vieux qui est venu nous prévenir. Il était presque fou de peur, et de l'affaire, sa cervelle en est restée détraquée. Le fait est qu'il y avait de quoi. Figurez-vous 600 cadavres en tas sur le sable, pêle-mêle avec les éclats de bois et les lambeaux de toile. Pauvre sémillante. La mer l'avait broyé du coup, et si bien mise en miettes que dans tous ces débris le berger Palombo n'a trouvé qu'à grand-peine de quoi faire une palissade autour de sa hutte. Quant aux hommes, presque tous défigurés, mutilés affreusement, c'était pitié de les voir accrochés les uns aux autres par grappes. Nous trouvâmes le capitaine en grand costume, l'aumônier son étole au cou, dans un coin entre 2 roches, un petit mousse, les yeux ouverts. On aurait cru qu'il vivait encore, mais non. Il était dit que pas un n'en réchapperait. Ici, le patron s'interrompit. « Attention, Nardi !» cria-t-il. « Le feu s'éteint !» Nardi jeta sur la braise 2 ou 3 morceaux de planches goudronnées qui s'enflammèrent et Lionetti continua. « Ce qu'il y a de plus triste dans cette histoire, le voici.
3 semaines avant le sinistre, une petite corvette qui allait en Crimée comme à la Sémillante avait fait naufrage de la même façon, presque au même endroit. Seulement, cette fois-là, nous étions parvenus à sauver l'équipage et 20 soldats du train qui se trouvaient à bord. Ces pauvres tringlots n'étaient pas à leur affaire, vous pensez. On les emmena à Bonifacio et nous les gardâmes pendant 2 jours avec nous à la marine. Une fois bien secs et remis sur pied, bonsoir, bonne chance. Ils retournèrent à Toulon, où quelque temps après on les embarqua de nouveau pour la Crimée. Devinez sur quel navire? Sur la Sémillante, monsieur. Nous les avons retrouvés tous les 20, couchés parmi les morts, à la place où nous sommes. Je relevais moi-même un joli brigadier à fine moustache, un blondin de Paris, que j'avais couché à la maison et qui nous avait fait rire tout le temps avec ses histoires. De le voir là, ça me creva le cœur. Ah, Santa Madre! Là-dessus, le brave Lionetti, tout ému, secoua les cendres de sa pipe et se roula dans son caban en me souhaitant la bonne nuit. Pendant quelque temps encore, les matelots causèrent entre eux à demi-voix. Puis, l'une après l'autre, les pipes s'éteignirent. On ne parla plus. Le vieux berger s'en alla, et je restai seul à rêver au milieu de l'équipage endormi. Encore sous l'impression du lugubre récit que je venais d'entendre, j'essayais de reconstruire dans ma pensée le pauvre navire défunt et l'histoire de cette agonie dont les goélands ont été seuls témoins. Quelques détails qui m'avaient frappé: le capitaine en grand costume, l'étole de l'aumônier, les 20 soldats du train m'aidaient à deviner toutes les péripéties du drame. Je voyais la frégate partant de Toulon dans la nuit. Elle sort du port, la mer est mauvaise, le vent terrible, mais on a pour capitaine un vaillant marin et tout le monde est tranquille à bord. Le matin, la brume de mer se lève, on commence à être inquiet. Tout l'équipage est en haut. Le capitaine ne quitte pas la dunette. Dans l'entrepont, où les soldats sont renfermés, il fait noir. L'atmosphère est chaude. Quelques-uns sont malades, couchés sur leurs sacs. Le navire tangue horriblement. Impossible de se tenir debout. On cause assis à terre par groupe en se cramponnant au banc. Il faut crier pour s'entendre. Il y en a qui commencent à avoir peur. Écoutez donc, les naufrages sont fréquents dans ces parages ici. Les tringlots sont là pour le dire, et ce qu'ils racontent n'est pas rassurant. Leur brigadier, surtout un Parisien, qui blague toujours, vous donne la chair de poule avec ses plaisanteries. Un naufrage? Mais c'est très amusant, un naufrage. Nous en serons quittes pour un bain à la glace, et puis on nous mènera à Bonifacio, histoire de manger des merles chez le patron Lionetti. Et les tringlots de rire. Tout à coup, un craquement. Qu'est-ce que c'est? Qu'arrive-t-il? Le gouvernail vient de partir, dit un matelot tout mouillé, qui traverse l'entrepont en courant. Bon voyage, crie cet enragé de brigadier, mais cela ne fait plus rire personne. Grand tumulte sur le pont, la brume empêche de se voir, les matelots vont et viennent effrayés à tâtons. Plus de gouvernail, la manœuvre est impossible. La Sémillante, en dérive, file comme le vent. C'est à ce moment que le douanier la voit passer. Il est 11h30. À l'avant de la frégate, on entend comme un coup de canon. Les brisons, les brisons. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. On va droit à la côte. Le capitaine descend dans sa cabine. Au bout d'un moment, il vient reprendre sa place sur la dunette, en grand costume. Il a voulu se faire beau pour mourir. Dans l'entrepont, les soldats anxieux se regardent sans rien dire. Les malades essaient de se redresser. Le petit brigadier ne rit plus. C'est alors que la porte s'ouvre et que l'aumônier paraît sur le seuil avec son étole. À genoux, mes enfants.
Tout le monde obéit. D'une voix retentissante, le prêtre commence la prière des agonisants. Soudain, un choc formidable, un cri, un seul cri, un cri immense, des bras tendus, des mains qui se cramponnent, des regards effarés où la vision de la mort passe comme un éclair. Miséricorde. C'est ainsi que je passais toute la nuit à rêver, évoquant, à 10 ans de distance, l'âme du pauvre navire dont les débris m'entouraient. Au loin, dans le détroit, la tempête faisait rage. La flamme du bivouac se courbait sous la rafale, et j'entendais notre barque danser au pied des roches en faisant crier son amarre. Les douaniers. Le bateau l'Émilie de Porto Vecchio, à bord duquel j'ai fait ce lugubre voyage aux îles Lavezzi, était une vieille embarcation de la douane, à demi pontée, où l'on n'avait pour s'abriter du vent, des lames, de la pluie, qu'un petit rouf goudronné, à peine assez large pour tenir une table et 2 couchettes. Aussi il fallait voir nos matelots par le gros temps. Les figures ruisselaient, les vareuses trempées fumaient comme du linge à l'étuve. Et en plein hiver, les malheureux passaient ainsi des journées entières, même des nuits, accroupis sur leurs bancs mouillés, à grelotter dans cette humidité malsaine. Car on ne pouvait pas allumer de feu à bord, et la rive était souvent difficile à atteindre. Eh bien, pas un de ces hommes ne se plaignait. Par les temps les plus rudes, je l'aurais toujours vu la même placidité, la même bonne humeur. Et pourtant, quelle triste vie que celle de ces matelots douaniers. Presque tous mariés, ayant femmes et enfants à terre, ils restent des mois dehors, à louvoyer sur ces côtes si dangereuses. Pour se nourrir, ils n'ont guère que du pain moisi et des oignons sauvages. Jamais de vin, jamais de viande, parce que la viande et le vin coûtent cher et qu'ils ne gagnent que 500 francs par an. 500 francs par an. Vous pensez si la hutte doit être noire là-bas, à la marine, et si les enfants doivent aller pieds nus. N'importe, tous ces gens-là paraissent contents. Il y avait à l'arrière, devant le rouf, un grand baquet plein d'eau de pluie, où l'équipage venait boire, et je me rappelle que la dernière gorgée finie, chacun de ces pauvres diables secouait son gobelet avec un « ah » de satisfaction, une expression de bien-être à la fois comique et attendrissante. Le plus gai, le plus satisfait de tous, était un petit bonifacien hâlé et trapu qu'on appelait Palombo. Celui-là ne faisait que chanter, même dans les plus gros temps. Quand la lame devenait lourde, quand le ciel assombri et bas se remplissait de grésil, et qu'on était là tous, le nez en l'air, la main sur l'écoute, à guetter le coup de vent qui allait venir, alors, dans le grand silence et l'anxiété du bord, la voix tranquille de Palombo commençait. « Non, monseigneur, c'est trop d'honneur. Lisette est sage. Reste au village. » Et la rafale avait beau souffler, faire gémir les agrès, secouer et inonder la barque, la chanson du douanier allait son train, balancée comme une mouette à la pointe des vagues. Quelquefois le vent accompagnait trop fort, on n'entendait plus les paroles. Mais entre chaque coup de mer, dans le ruissellement de l'eau qui s'égouttait, le petit refrain revenait toujours. « Lisette est sage, reste au village. » Un jour pourtant, qu'il ventait et pleuvait très fort, je ne l'entendis pas. C'était si extraordinaire que je sortis la tête du rouf. « Hé, Palombo, on ne chante donc plus ?» Palombo ne répondit pas. Il était immobile, couché sous son banc. Je m'approchai de lui. Ses dents claquaient, tout son corps tremblait de fièvre. « Il a une puntura », me dirent ses camarades tristement. Ce qu'ils appellent puntura, c'est un point de côté, une pleurésie. Ce grand ciel plombé, cette barque ruisselante, ce pauvre fiévreux,
roulé dans un vieux manteau de caoutchouc qui luisait sous la pluie comme une peau de phoque. Je n'ai jamais rien vu de plus lugubre. Bientôt le froid, le vent, la secousse des vagues aggravèrent son mal. Le délire le prit, il fallut aborder. Après beaucoup de temps et d'efforts, nous entrâmes vers le soir dans un petit port aride et silencieux qu'animait seulement le vol circulaire de quelques gouailles. Tout autour de la plage montaient de hautes roches escarpées, des maquis inextricables d'arbustes verts, d'un vert sombre, sans saison. En bas, au bord de l'eau, une petite maison blanche à volets gris. C'était le poste de la douane. Au milieu de ce désert, cette bâtisse de l'État, numérotée comme une casquette d'uniforme, avait quelque chose de sinistre. C'est là qu'on descendit, le malheureux Palombo, triste asile pour un malade. Nous trouvâmes le douanier en train de manger au coin du feu avec sa femme et ses enfants. Tout ce monde-là vous avait des mines hâves, jaunes, des yeux agrandis, cerclés de fièvre. La mère, jeune encore, un nourrisson sur les bras, grelottait en nous parlant. « C'est un poste terrible, » me dit tout bas l'inspecteur. « Nous sommes obligés de renouveler nos douaniers tous les 2 ans. La fièvre de Marais les mange. » Il s'agissait cependant de se procurer un médecin. Il n'y en avait pas avant Sartène, c'est-à-dire à 6 ou 8 lieues de là. Comment faire? Nos matelots n'en pouvaient plus. C'était trop loin pour envoyer un des enfants. Alors la femme, se penchant dehors, appela. « Seco! Seco !» Et nous vîmes entrer un grand gars bien découplé, vrai type de braconnier ou de bandito, avec son bonnet de laine brune et son pelone en poil de chèvre. En débarquant, je l'avais déjà remarqué, assis devant la porte, sa pipe rouge aux dents, un fusil entre les jambes. Mais je ne sais pourquoi, il s'était enfui à notre approche. Peut-être croyait-il que nous avions des gendarmes avec nous. Quand il entra, la douanière rougit un peu. « C'est mon cousin, » nous dit-elle. « Pas de danger que celui-là se perde dans le maquis. » Puis elle lui parla tout bas, en montrant le malade. L'homme s'inclina sans répondre, sortit, siffla son chien, et le voilà parti, le fusil sur l'épaule, sautant de roche en roche avec ses longues jambes. Pendant ce temps-là, les enfants, que la présence de l'inspecteur semblait terrifier, finissaient vite leur dîner de châtaignes et de bruccio. Et toujours de l'eau, rien que de l'eau sur la table. Pourtant, c'eût été bien bon un coup de vin pour ces petits. Ah, misère! Enfin, la mère monta les coucher. Le père, allumant son falot, alla inspecter la côte, et nous restâmes au coin du feu à veiller notre malade, qui s'agitait sur son grabat, comme s'il était encore en pleine mer, secoué par les lames. Pour calmer un peu sa puntura, nous faisions chauffer des galets, des briques qu'on lui posait sur le côté. 1 ou 2 fois, quand je m'approchais de son lit, le malheureux me reconnut, et pour me remercier, me tendit péniblement la main, une grosse main râpeuse et brûlante, comme une de ces briques sorties du feu. Triste veillée. Au dehors, le mauvais temps avait repris avec la tombée du jour, et c'était un tracas, un roulement, un jaillissement d'écume, la bataille des roches et de l'eau. De temps en temps, le coup de vent du large parvenait à se glisser dans la baie et enveloppait notre maison. On le sentait à la montée subite de la flamme qui éclairait tout à coup les visages mornes des matelots, groupés autour de la cheminée et regardant le feu, avec cette placidité d'expression que donne l'habitude des grandes étendues et des horizons pareils. Parfois aussi, Palombo se plaignait doucement. Alors tous les yeux se tournaient vers le coin obscur où le pauvre camarade était en train de mourir. Loin des siens, sans secours, les poitrines se gonflaient et l'on entendait de gros soupirs. C'est tout ce qu'arrachait à ces ouvriers de la mer, patients et doux,
le sentiment de leur propre infortune. Pas de révolte, pas de grève. Un soupir et rien de plus. Si, pourtant je me trompe. En passant devant moi pour jeter une bourrée au feu, un d'eux me dit tout bas d'une voix navrée. Voyez-vous, monsieur, on a quelquefois beaucoup du tourment dans notre métier. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.